Oh que oui, gens de la communauté du salon, re-bienvenue, oui, dans mon salon. Et non, je ne suis pas mort. Et pour preuve, c'est que aujourd'hui, je peux vous présenter le deuxième opus des Lost Media québécois, ou si vous préférez, des médias perdus québécois. Tout comme le premier opus, nous allons donc plonger ensemble dans le merveilleux monde des Lost Media ou des médias perdus. Oui, je dis monde, parce que comme on a vu, eh bien, il existe plusieurs sortes de Lost Media, dont les Lost Media trouvés, les Lost Media partiellement trouvés et les Lost Media complètement perdus. Perdus. Nous allons nous concentrer cette fois-ci encore sur les Lost Media de la télévision québécoise. Il va sans dire que comme sujet, je pourrais, oui, vous parler de vidéos de surveillance d'événements dramatiques et violents, comme le massacre de l'Halloween à Québec pour ne nommer que celui-ci, dont les copies sont en fait gardées par la police, hein, voilà. Mais je suis pas fan de ces histoires d'horreur réelles, à moins que celle-ci ait une incidence vraiment impactante sur le monde cinématographique, comme l'histoire du chien chinois mangeur d'hommes vedette de film. Ça, c'était une histoire horrifique à saveur cinématographique. En plus d'être assez perturbante. Les gens d'ici le savent, mais pour nos cousins français et belges et peuples à travers le monde qui parlent le français, eh bien oui, sachez-le, la culture télévisuelle québécoise des années 80 et 90 a été fortement malmenée par le temps, par les archives, par la mémoire, par les gens en général, et c'est un peu ce qu'on va découvrir encore une fois avec cet épisode sur les médias perdus Lost Media québécois. Et vous vous en doutez bien, mes amis, je suis excessivement content d'être de retour sur ma chaîne pour vous parler, oui, de Lost Media, mais surtout, bon, être devant la caméra, être derrière la caméra, pouvoir faire du montage. Ça faisait beaucoup trop longtemps que je n'avais pas fait tout ceci, et je suis bien content de développer ça depuis deuxième. Cette incroyable épopée, mais c'est parce qu'habituellement je porte une casquette. Cette situation sensuelle se revoit. Dans mon salon, 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 dans mon salon. Que vous soyez fan fini de South Park ou bien que vous détestiez cet univers complètement déjanté, eh bien, il faut au moins que vous sachiez, en tant que Québécois ou même amis français ou francophones du monde, qu'il existe effectivement, oui, une version québécoise, doublée québécoise. Oui, les Québécois ont doublé South Park. L'initiative de faire un doublage québécois pour South Park Dauphin, Esquimau, qu'est-ce que ça fait? C'est juste une bande de granoles qui ont pas de vie. a été un pari très risqué de la part de V lors de leur coup d'envoi. V qui voulait sans nul doute répéter le phénomène que TQS avait engendré avec le doublage des Simpsons en québécois 3 ans après leur premier épisode, lors de la création de la chaîne en 86. Toi, il m'a te fait péter la tête, le cave. La nouvelle chaîne de télévision québécoise, V ouvrant éventuellement en 1 août 2009, eh bien, ils ont décidé de commander une version québécoise de South Park qui allait être disponible à partir du 3 septembre 2009. Ils voulaient intégrer localement le langage, l'accent, la culture québécoise, Bout de batte! Je vais être du premier contact avec les visiteurs! C'est fardoche! tout comme le public était déjà habitué avec les Griffins ou bien les Simpsons. Cependant, est-ce que cela aurait fait la différence? Je ne crois pas. Vous êtes une race de tabarnak. Vous êtes le genre à aimer ça quand votre père puis votre mère fourrent dans le salon et que ça vous empêche de regarder vos films de cul. Parce que dans l'histoire où est-ce que je te parle là, ben, on est en 2009. Hein, et puis que South Park existe depuis 97 et qui est présent en VF au Québec depuis janvier 1999, et bien grosso modo, là, c'est comme 10 ans en retard qu'ils essayent de faire changer une habitude de consommation culturelle des Québécois. Bonne chance, man. Bonne chance. Grosse erreur. Et somme toute, mes amis, eh bien, sachez que la réception de la version québécoise de South Park n'est pas si virulente que ça. Non. C'est juste que les gens s'en calissent raide. Raide. Personne n'y prête attention. Ce qui est pire. Selon moi, ça fait ça. Ben oui, c'est logique comme réaction, les amis. Hein? Pensez-y un peu, voilà. Donc, tout ceci
a eu comme répercussion de faire annuler la représentation télévisuelle de la version QC de South Park, parce que tout le monde préférait la version française. Et il y a dans tout ceci, mes amis, quelque chose d'excessivement cocasse et je dois absolument vous en parler. Et je sais pas trop pourquoi je parle comme ça. Tout le monde le sait, en 1999, South Park vont sortir un film. Ils vont le sortir quand? En juin 1999. Et la version VF est arrivée au Québec quand? Exactement, oui, depuis janvier 1999. C'est donc logique que la version que le Québec a eue sur ses écrans fût celle de la France, non? Ben non! Ben non. Même que... j'ai la version québécoise en VHS. Oui, mes amis. Et ce qui occasionne que... je l'écoute rarement. Avant même l'idée de V en 2009, le test avait déjà été fait sur South Park, le film, sur le marché du doublage du Québec. Et devinez quoi? Dans le ciel, une volée d'oiseaux. Ben, les Québécois ont détesté la version QC. Of course! Donc, si les gens avaient, pour ne pas dire des ticounes, avaient compris et avaient juste simplement fait une recherche sur les internets, sur les critiques québécoises, sur la version québécoise du film de South Park qui était paru 10 ans avant, ils auraient peut-être compris que c'était peut-être pas une bonne idée là, de faire une version québécoise de South Park. Ils l'auraient compris assez vite. Ça n'a pas été apprécié. Ça n'a pas été apprécié du tout. Là, les gens s'en sont moins calissés. Ceci étant dit, c'était ma petite cocasserie de la chronique Nick Véronique. Dominique, Nick, s'en allait tout simplement. Ce qu'on sait sur la saison 1, c'est que oui, elle a été traduite au grand complet, mais il y a eu seulement 5 épisodes qui ont été télédiffusés avant qu'ils décident de tirer la plug. Pourtant, toute la saison 1 et une partie de la saison 2 avaient déjà été traduites, montées, toutes kit, fly-bin dans le trou, VHS, on le kit. Ben non, ils le feront pas. Non, ils ont comme compris que c'était pas une bonne idée. Cependant, en 2010, fort probablement face à l'illogisme d'avoir déjà traduit des épisodes sans les diffuser, la décision est prise de diffuser le restant de la première saison. Puis, en 2012, en décembre, les quelques épisodes de la saison 2 ayant été traduits se sont vus l'honneur d'être présentés dans nos télévisions. Ça va passer à télévision, ça va passer à télévision. Et ce moment fut pas mal la fin là, de la version québécoise de South Park. Ça se finit là. Et tout ceci en fait un presque média perdu. Ouais, parce que, en fait, non, pas vraiment. Ah, si vous cherchez bien, mes amis, sur les internets, vous trouverez peut-être la saison 1 de South Park version QC en bonne qualité en downloadé via des serveurs. Cependant, les épisodes de la saison 2 qui auraient été traduits, eux, aucune trace. Aucune trace. Pour l'instant, ça semble être véritablement de Lost Media. Nous sommes en 1984 et la compagnie Crowley Film vont recevoir un coup de fil, oui, du ministère des Transports du Canada, concernant un éventuel documentaire qu'ils veulent produire sur l'élaboration, la construction et des crash tests dummy des autobus scolaires du pays. Ils vont chercher une personne qui est, apte à tourner ce genre de documentaire, mais aussi une personne qui ça y tente de faire ce genre de documentaire, et ils vont trouver M. David Maltby, et ils vont le nommer réalisateur et scénariste. Parce que oui, il faut un scénario dans les affaires de bus qui se crashent. Étant aussi photographe documentaire et, oui, militant dans certaines causes des années 80 et 90, M. David Maltby était très habitué à travailler longuement, sur plusieurs mois, sur un sujet donné. Donc, pour lui, ce genre de documentaire-là, c'est du bonbon. Avec School Bus Collision Test, le but du film est très simple, informer le public sur les objectifs, les méthodes et les résultats des tests faits au Centre d'essai de véhicules automobiles de Transport Canada à Blainville.
Et sachez que ce documentaire, axé sur la sécurité des gens à l'intérieur de ces fameux autobus scolaires, eh bien, a été visionné un peu partout au pays, et ce grâce à l'ONF qui l'a accompagné de 1986 à la fin des années 90 comme en fait principal moteur de projection. Malheureusement, la plupart des films sur lesquels M. David Malbaie a été réalisateur semblent totalement être beaucoup excessivement difficiles à trouver, à pouvoir regarder, à pouvoir avoir une trace simplement écrite de oui, c'est enregistré quelque part. C'est très difficile et malheureusement, eh bien, School Bus Crash Test Dummy Collision About oh non, tasse-toi ne fait pas exception à la règle. Nu. Selon les réponses que j'ai eues de la merveilleuse équipe de l'ONF, étant donné que le film a été produit par Crowley Film Limited, l'Office national du film, elle, n'en était que le distributeur à l'époque. Ce qui explique en fait pourquoi est-ce que ce film a été vu massivement à travers tout le Canada complet, c'était grâce à l'ONF. Ils ont donc pu passer dans votre école à la télévision communautaire, la télévision de région, les projections en salle, les formations de sécurité routière, les formations pour les brigadiers, les formations pour les chauffeurs, name it. Ce qu'il faut comprendre dans tout ça, c'est qu'un peu partout au Canada, ce film a été projeté et diffusé et qu'une large partie de la population a été au contact de ce film. Et en fait, ce documentaire-là est responsable du sentiment de sécurité, du sentiment de transparence, du sentiment de on vous cache rien, puis voici les bus crash tests dans lesquels vos enfants vont être. Et ça, eh bien, ça a aidé à calmer beaucoup de craintes, autant chez les étudiants que chez les parents, mais aussi que chez les constructeurs qui allaient être engagés pour construire ces fameux bus scolaires. Donc, en 2025, ce qui est clair, c'est que l'ONF ne détienne absolument plus aucun droit sur ce film, ni de posséder une copie, ni d'avoir une publicité montrant ces images ou quoi que ce soit. Non. Donc, ils m'ont gentiment dit, peut-être vérifier avec la Banque des archives de la Bibliothèque nationale du Canada. Ce que j'ai fait, évidemment, et bien, eux-mêmes m'ont dit « Ah, mais peut-être de vérifier du côté de l'ONF. » Donc, je leur ai mentionné que, l'ONF eux-mêmes m'avaient mentionné qu'eux pourraient peut-être m'aider. Alors, quand ils ont su ça, ils m'ont dit « Hi! » Fait que j'ai fait « Ouh! » Fait qu'ils ont fait « Fait que ça regarde pas bien. Logiquement, ce sont eux avec qui je pourrais avoir des réponses sur les ayants droit ou l'identité de la personne qui a, oui, la responsabilité intellectuelle des réalisations de M. Malbaie. Voilà. J'ai bien tenté de retrouver M. David, mais malheureusement, il est décédé en 2001 de complications face à une méningite. Information assez difficile à avoir et à comprendre, et même avec son obituaire, je n'étais même pas sûr que c'était bel et bien lui. C'est grâce à que dis-je, le seul commentaire sous son obituaire officiel que j'ai vraiment pu comprendre que c'était vraiment lui. Donc, des fois, ça ne tient qu'à un fil. Il est à noter pour votre curiosité personnelle, mes amis, que le dernier documentaire travaillé par M. David Malbaie a été un documentaire parlant du Sommet des Amériques qui s'est tenu à Québec. Un asti de party! Et pour votre information, il y a une galerie d'art à Toronto qui, chaque année, remet un prix en son nom. Donc, il n'est pas oublié. Or donc, vous vous en doutez, ce documentaire est pour l'instant complètement inaccessible à qui que ce soit. Et tout ça à cause non seulement d'une mauvaise gestion d'entreposage à quelque part, c'est sûr, et aussi d'un imbroglio incroyable dans les ayants droit de publication et d'obtention et de projection et d'hostie de cossin qui, un moment donné, toujours bien nos taxes qu'on payait ça, bout de viande, tu sais, ce serait le fun que ça soit accessible. Non? Oui. Oui, je sais, tout ceci peut raviver chez certains certaines douleurs de jeunesse et certains deuils artistiques de jeunesse. Mais quand même, je dois en parler parce que vous n'êtes pas au courant de quelque chose. Ou du moins, si oui, peut-être que vous l'avez oublié. Ou du moins, voilà.
Bref, pourtant, il faut savoir qu'entre 1990 et 2010, eh bien, l'âge d'or de la télévision québécoise a bel et bien explosé. Clairement. C'est notre 20 ans, biggest fucking shit one, où est-ce que il y a de la qualité qui sont sortis. Il y a de la qualité. Je dis pas qu'il n'y a pas de qualité aujourd'hui, mais qualité aussi rime avec originalité. Just saying! Création, bonnes idées, comédiens de talent, scénario de fou, décors emblématiques, et dans cette mer de création et de télévision, nous avions au Québec un trio d'émissions intenses dans leur concept et tout aussi accrocheurs dans leur discours racoleurs pour les ados. Le premier membre de ce fabuleux trio étant, oui, Radio Enfer, le deuxième Dans une galaxie près de chez vous, et le troisième, et oui, une grenade avec ça. La série suit les péripéties d'une bande d'employés à la succursale montréalaise de Captain Creighton, chaîne de restaurants rapides fictive basée sur les déboires d'un capitaine de l'armée de terre américain, tout aussi fictif. Série télévisée québécoise déclinée en 265 épisodes, mes amis, et oui, télédiffusée entre septembre 2002 et décembre 2011. Cette série était excessivement populaire car, veux pas, eh bien, c'était pas mal proche de la réalité de beaucoup d'adolescents d'aujourd'hui et de dans le temps, et de fort probablement un peu futurement aussi, et de très dans le temps aussi. Bref, les fast-food. Ça a été un gros phénomène, ok? Pas aussi gros que Dans une galaxie près de chez vous ou Radio Enfer, mais quand c'est rendu que c'est plus de 300 000 personnes qui te regardent chaque semaine, c'est pas mal big. Le show était drôle, loufoque, les comédiens investis, cela semblait être un plaisir de jouer la comédie dans ce projet, les décors étaient vraiment cool, tout autant que les costumes. Pour vrai, c'était, et ça l'est toujours en fait, un des plus gros succès de la télévision jeunesse québécoise, même si de mon point de vue, il a toujours été un peu dans l'ombre de Dans une galaxie près de chez vous et de Radio Enfer. Mais il y avait une solide fan base, et je tiens à dire que cette émission est vraiment très très bonne. Mais il y a quelque chose qui s'est passé, puis ça, c'est venu faire chier la patente. Le 4 mars 2009, Jean-François Harrison, celui qui incarnait Pat Béliveau, dit Pat, est accusé de possession et de distribution de pornographie. L'individu, c'est la consternation dans le monde artistique québécois, mais aussi, ai-je vraiment besoin de le dire, chez les enfants et les jeunes ados qui sont au premier front de cette nouvelle accablante. Canal Famille réagit vite, très vite. À partir du 6 mars, au vu et au su des avances de l'enquête, le réseau suspend tous les épisodes où Harrison apparaît, et ce jusqu'au commencement de la nouvelle saison, le 25 août 2009, soit 6 mois à repasser 20 épisodes. Ah shit, je m'habitue pas. À l'automne 2009, c'est seulement les épisodes de la saison 8 qui vont être télédiffusés. Saison 8 qui compte 44 épisodes, le double des autres saisons, probablement pour compenser toute cette histoire de merde. Et dans toute cette histoire-là, on en oublie quasiment le cours normal des choses pour la télévision. Ici, je parle de la diffusion. Et si je vais être plus précis, eh bien, oui, ici, je vais parler d'un Lost Media. Car le 6 mars, au moment de son arrestation, nous étions à l'épisode 26 sur 27 de la 7e saison. Le 27e épisode était prévu pour diffusion le 10 mars 2009, alors que le Canal Famille a fermé les épisodes avec Jean-François Harrison le 6 mars 2009. Et cet épisode, nommé étrangement Révélation, n'a pas été diffusé et ne sera pas diffusé. Et elle n'est pas accessible à qui que ce soit. Elle a été prohibée. La transformant donc en Lost Media. Quand on pense à télévision, marionnettes et culture québécoise, on pense à Bruno, Canel et leurs amis, ce cher Bobino et sa copine Bobinette, le fameux extraterrestre Bibi et sa grande amie Geneviève, ou encore le mix étrange comédien marionnette de À plein temps qu'on aimerait tous parfois oublier. Bref, on a plein d'images en tête là, quand on parle de marionnettes québécoises. Et genre Gérard Delaflaque avec sa marionnette de marionnette Thibaut. Mais c'est mon ami Thibaut. Bon. Tout qu'un univers. Hein. Bref, mais souvent, on en oublie un. Et c'est aujourd'hui qu'on va en parler. J'ai bien nommé mon ami Martin
de Salut Martin. La marionnette Martin a été créée par Benoît Tremblay. Il est la marionnette qui s'est le plus promené à travers les postes de télévision au Québec. Il a commencé en 88 à Télé-Québec comme co-animateur de Catimini. Par la suite, TQS sont allés le chercher, ce drôle de petit bonhomme, pour leur émission Le Monde de Martin. Et puis, il a eu sa grande heure de gloire, sa big émission au Canal Famille. J'ai nommé Salut Martin. Salut Martin était vraiment une émission complète avec des chroniqueurs, des comédiens attitrés comme co-animateurs de Martin, des invités et parfois de grosses pointures comme ici, avec Demoiselle France Castel. Oh, des robes! Oh, bois! Oh, comme c'est beau! Oh. Malheureusement, comme mentionné plus tôt, Monsieur Martin est tombé dans l'oubli. Beaucoup. Puis pour vrai, même moi pendant un bout, j'ai douté à savoir si cette émission-là était vraiment réelle. Puis là, je me suis souvenu, ah oui, c'est vrai, il me semble que j'avais envoyé un dessin à cette émission-là, puis qu'il m'avait envoyé une carte postale. Puis là, c'est là que j'ai compris, OK, fuck, j'ai pas rêvé, cette émission-là existe pour vrai. J'ai ma carte postale. J'ai ma carte postale ici. Je suis pas menteur. Et dans un cadre, là, pas à péter, OK? Carte postale de Salut Martin. En arrière, il y a un petit mot là, avec une fausse autographe. Bref, parce que c'est une marionnette, elle peut pas vraiment signer, OK? OK, je le sais, ça! Mais, donc, pour vous dire que Monsieur Martin, au début, dans mes souvenirs, je pensais que c'était fucked up, c'était pas vrai. Ben non, man. Ben non. Pourquoi je pensais que c'était pas vrai? Parce que c'était pas accessible. C'est pas accessible encore. Et ça le sera fort probablement jamais. Mais au moins, je sais que ça existait. Donc, malgré sa présence dans 3 émissions, Martin n'a clairement pas passé à l'histoire comme Bibi. Son créateur, M. Benoît Tremblay, a pris soin de Martin durant des années. Il a par la suite travaillé sur la télésérie de marionnettes à plein temps et depuis, malheureusement, il a, tout comme Martin, disparu. Outre quelques exceptions qui, à travers les brumes d'Internet, peuvent jaillir quelquefois, eh bien, sachez que les émissions de Catimini, de Bonjour Martin, et de Salut Martin, et de Martin 2000, et de Yo Bitch Martin, ben, tout ce qui a trait à Martin, c'est considéré comme des Lost Media. C'est plus de 200 épisodes d'émissions qui sont perdus. C'est disparu. Disappear in the broom. Pauvre Martin. Nous sommes le 7 octobre 2004. Louis Morissette et son équipe composée de Patrick Gros, Alex Perron, Pauline Bertrand et Caroline Proulx, eh bien, ils ont été rassemblés ici afin d'animer l'émission VIP à Radio-Canada. Émission créée par Daniel Chasson et Louis Morissette, supervisée par Novem Télévision, la compagnie de... Véronique Cloutier, donc la blonde de Louis Morissette. C'est juste pour vous donner un peu le putain de chiard que c'était. VIP, donc, émission hebdomadaire qui a pour but de parodier les fameux magazines artistiques télévisuels tels que Flash et Star System. Malgré son caractère parodique et un peu incisif, eh bien, l'émission, je vous assure, le présentait effectivement des nouvelles d'une autre façon, d'un autre point de vue, d'un autre angle. C'était supposé d'être comico-cocasse à saveur informatif. Un peu comme La fin du monde est à 7 heures. Genre. L'objectif de VIP était de se démarquer du style promotionnel des autres magazines artistiques en exposant la vérité sur le milieu du show business québécois. L'émission couvrait non seulement les conférences de presse, mais aussi les événements et les personnalités qui étaient peu ou pas couverts par les autres médias. Le tout à travers des reportages, des entrevues, des moments studio et à la fin, un petit moment musical avec des artistes peu connus du Québec, talentueux, qui sont invités à faire une prestation de chant. Je suis un lion qui a besoin de liberté, beaucoup d'espace pour respirer. Pour la première de la seule et unique épisode de VIP qui a été télédiffusé, bien Louis Morissette promettait à tous et chacun qu'il allait, rire du show business québécois, mais aussi de la façon dont les autres ont de parler du show business. Effectivement, pour la première émission et le premier reportage, eh bien Monsieur Louis va envoyer sa mère dans un show de Metallica avec des métalleux.
Ce segment, avec sa mère, est donc malheureusement un Lost Media pur et dur. Peut-être nous allons pouvoir trouver une ou deux séquences, mais... J'ai trouvé qu'il y avait une belle scène, là, tu sais, des belles lumières. Il manquait juste Dalida dessus. Par une chance incroyable, l'Internet québécois a réussi à garder un reportage complet de VIP. Merci à Télé Nostalgeek de l'avoir uploadé. Eh bien oui, dans cette chronique, nous pouvons voir le chroniqueur Patrick Groux rencontrer Daniel Couturier, alias Vermicelle, dans les Satellipopettes. Mais pas que, et non, car une surprise va attendre Pat, Claude Steben, alias le Capitaine Cosmos, qui est lui aussi présent dans ce reportage. Bref, ce soir de première ne va pas passer inaperçu, ni pour Louis, ni pour son équipe, ni pour le Québec en entier, tout simplement parce que cet épisode va passer à l'histoire. En 2003, un nouveau concept de marde débarqué des USA commence à faire son entrée dans la télévision québécoise avec le projet Un qui pensait en double. Et sachez que les participants d'OD avaient le droit d'aucun contact avec le monde extérieur. Ils parlaient seulement aux gens d'OD. Donc, c'est le staff puis les gens d'OD, c'est tout. Ils parlaient pas à rien d'autre. À rien d'autre personne. En tout cas, bref. Bref, quelques jours avant le premier épisode de VIP, eh bien, Louis et deux de ses caméramans vont entrer illégalement dans la maison des filles d'Occupation Double, déguisés en buisson. Oui, comme dans les petits comiques. Et Louis Morissette a profité de cet instant journalistique pur et dur pour leur montrer un dessus de journal 7 jours, si je peux appeler ça un journal, de magazine 7 jours, qui mentionnait une chicane puérile entre filles et filles. Sûrement pour un pénis. Donc, il était là juste là pour foutre la merde, OK? Et bon, suite à cette introduction illégale, parce que veut pas, c'est ça, eh bien, Louis et ses deux acolytes ont été gentiment escortés par l'équipe de sécurité ainsi que des policiers. Le 2 janvier 2004, les critiques sur Ceci n'est pas un bye-bye de Louis Morissette sont publiées dans les médias et celles-ci ne sont pas dithyrambiques. Le 30 mars 2004, Louis Morissette se fait congédier de chez TVA après avoir pondu la parodie de Séraphin Pelado et cette année de 2004 va se terminer par l'annulation totale de son émission VIP. Émission qui lui avait été conseillée de faire par Radio-Canada et Véronique Cloutier, sa blonde. C'était pas une super grosse année pour M. Morissette. Outre ceci, donc, maintenant, on peut affirmer que VIP, premier épisode et seul et unique, est considéré maintenant comme un Lost Media. Que dis-je? Un Lost Media partiel. Car, comme on a vu, mes amis, on a au moins une chronique sur 3 de disponible grâce à la magie des internets. Donc, est-ce que le reste va suivre un jour? Eh bien, croyez-y ou croyez-y pas, là, c'est comme vous voulez, là. Mais il y a moins d'un mois, la seule et unique émission de VIP a été mise en ligne sur YouTube. Or donc, mes amis, tous les Québécois peuvent, d'ores et déjà, se remplir les prunelles de la seule et unique émission de VIP. Oui, ce Lost Media est maintenant un média trouvé. L'émission Trafic animée par André Robitaille aurait clairement pu faire partie de la censure prodiguée par le 11e jour du 9e mois de l'année 2011 dans ma vidéo sur ce sujet. Vidéo qui n'a pas popé, on ne sait pas pourquoi. Censure, voilà. Donc, parce que la disparition de l'émission Trafic d'André Robitaille est clairement reliée à ce jour fatidique. Nous sommes en août 2001. TVA annonce en grande pompe sa programmation pour l'année et un show attire l'attention sur écrit, animé par André Robitaille. Trafic est un talk show enregistré devant public qui combine humour, information et chronique, à la fois en studio et sur le terrain, tout ceci avec la petite touche Robitaille. Ce lundi, dès 17h, venez jouer dans le trafic avec moi. Le but premier de cet épisode, outre le fait de partager le talent des artistes invités, oui, c'est une évidence, c'était, selon TVA, de couper l'herbe sous le pied à M. Jean-Luc Mongrain et leur fameux téléjournal à TQS, le mouton noir de la télé. Parce que oui, effectivement, TQS prenait beaucoup d'ampleur dans ces années-là. TVA commençait à en avoir un peu plein le cul. L'émission présente un vrai bulletin journalistique présenté par une vraie journaliste, Karina Marceau, qui, elle, va présenter un peu l'humour qui est présent à travers des sujets sérieux de l'actualité.
Et la brochette de collaborateurs, mes amis, n'était point piquée des verres. Les plus connus de tous étant Guylaine Tremblay, Michel Bambara, Yves Pépeltier, Guy Jodoin et nul autre que le grand journaliste Pierre Bourgault. Les 6 premiers épisodes vont aller grosso modo rassembler plus de 300 000 téléspectateurs autour de ceux-ci, ce qui n'est quand même pas rien. Donc l'élan était pas mal donné, et puis boum! C'est le cas de le dire, un certain matin du septembre 2001, les choses vont changer et ça va forcer un peu TVA à faire un espèce de bulletin de nouvelles continu. Et là, il y a eu des étoiles qui ont allumé dans les yeux de certains. Émission rallongée qui a engendré l'annulation de la 7e émission de Trafic. Puis, dans la semaine d'après, ils suspendent aussi la 8e. Et finalement, le 27 septembre, TVA annonce officiellement le retrait de Trafic de leur horaire. L'annonce de l'annulation de son émission a dû être une bouchée excessivement dure et amère à avaler pour André Robitaille ainsi que toute son équipe. Un what the fuck généralisé. Surtout que la décision, en fait, ça repose pas sur la qualité de l'émission, les propos tenus dans l'émission, les gens présents dans l'émission, ce qui s'est passé dans l'émission. Non, du tout. Du tout. Non. Grosso modo, la TVA se sont comme rendu compte que les gens gobaient les nouvelles comme des trous noirs gobent la lumière. Et ils vont donc capitaliser sur la crise de septembre 2001 pour rallonger l'heure de nouvelles en gobant donc le temps de Trafic. Ce lundi, dès 17h, venez jouer dans le Trafic avec moi. Donc, Trafic qui, en premier lieu, a été créé pour concurrencer le bulletin de nouvelles de Jean-Luc Mongrain, a été coupé pour que TVA puisse créer un bulletin de nouvelles plus grand pour concurrencer le bulletin de nouvelles de Jean-Luc Mongrain. Et je vous dirais que c'est pas mal depuis ce moment précis que TVA a commencé à perdre énormément de crédibilité sur ce qui a trait à la qualité des nouvelles présentées. On passe aux nouvelles internationales. Ouf. Bref, Trafic qui n'a fort probablement pas été sauvé. Qui n'a pas fort probablement pas été transféré sur VHS et qui n'a fort probablement pas été numérisé. Donc, il est fort probable que... on n'entendra plus jamais parler de ces images. Vraiment de chez vrai, de vraiment? Eh bien, pas vraiment. Parce que de ce que je sais, d'une source sûre que je ne veux pas nommer, par respect par elle, eh bien, ça se pourrait que ça soit pas tant vrai que ça. Dans un certain garage, d'une certaine maison, dans un certain bout de Montréal, il existe une certaine caisse appartenant à une certaine personne, et dans cette certaine caisse subsiste une certaine série de tapes sur lesquelles certaines émissions nommées Trafic sont enregistrées. Et ça, mes amis, fiez-vous à moi, c'est certain. Et oui, les gens, c'est avec cette histoire étrange de censure étrange que nous terminons cet opus des APCDC étrange. Ouais, disons-le. Tout comme le premier opus des Lost Médias québécois, j'ose espérer que celui-ci, ce deuxième, vous a plu et vous a remémoré quelques tranches de notre histoire télévisuelle et d'HU, comme on a pu voir, semi-documentaire. En fait, c'est un documentaire. Cette histoire de documentaire de crash test autobus me fascine quand même un peu. C'est une belle histoire. C'est comme Québec Expérience. J'ai pas oublié Québec Expérience. J'ai pas oublié. Et vraiment, si vous avez apprécié tout ceci, oui, aidez-moi à faire grossir cette fabuleuse chaîne pour conquérir l'univers. Eh bien oui, vous pouvez vous abonner à la chaîne tout en clochetant votre geste, mes amis. Et un petit pouce en l'air est toujours bien apprécié. Là. C'est numéro 1 pour le référencement ainsi qu'un petit commentaire. Un petit commentaire, comme on pourrait dire. Un commentaire qui pourrait peut-être commenter un commentaire. Vous pouvez effectivement venir me rejoindre sur Facebook, Instagram, TikTok ainsi que mon tout petit Patreon. Et j'ai effectivement, oui, un Letterboxd. Je sais pertinemment, et je suis le premier un peu déçu, que ma présence n'ait pas été un peu plus forte lors des derniers mois. Mais bon, je vous rassure, je vais bien, ma famille va bien, tout le monde va bien. C'est juste que, bon, j'ai un nouvel emploi qui m'a demandé un peu plus de temps d'adaptation. Donc, c'est dans mon salon qui a écopé, malheureusement. Mais je vais essayer de me rattraper, car 2026 devrait être assez intéressante pour les abonnés de Dans mon salon.
dans mon salon est mon tout petit bijou créatif du côté cinématographique de la chose avec mes courts-métrages. Donc, je vous rassure, je suis loin d'abandonner tout ceci. C'est pas parce que j'ai pris 3-4 mois de pause parce que c'était absolument nécessaire afin de m'intégrer à mon nouvel emploi que j'ai totalement abandonné tout ceci. Oh que non! Hein, la preuve, c'est que pour ceux qui me suivent sur les autres réseaux sociaux le savent, là, mais je suis en train d'enregistrer une couple de vidéos avec des invités qui entrent dans mon salon afin d'explorer toute ma collection de petits putains de cossins pour qu'ils se remémorent eux-mêmes des souvenirs d'enfance ou des anecdotes par rapport à tout ceci. Fait que bref, vous allez voir, ça va être une belle série de vidéos que je prépare pour 2026. Mais comme je vous disais dans d'autres APCDC, les gens, j'ai beaucoup de trucs, beaucoup de trucs de préécrits. Fait que voilà, là, non, j'ai pas abandonné la chaîne, inquiétez-vous pas. Fait que tout ceci pour vous dire que c'est ça. N'oubliez pas que vous êtes toujours les bienvenus dans mon salon. Avec les fusions forcées, ça marche pas. La preuve, même le petit couple d'occupation double sont pas sûrs d'être ensemble. S'il y a de quoi qui a été forcé, c'est bien ça. Mark, ou que vous irrévocablement. Et oui, effectivement, là. Mais dans tout ceci, mes amis, je dois vous dire qu'il y a quand même quelque chose que je dois vous dire. La version québécoise fut pas mal la... Reçoivent un petit coup d'appel. Pam! Le premier membre de ce fabuleux... Le... Québécoise, comme Gérard Delafrac. L'émission présente un vrai bulletin. L'émission présente... On va t'amener avec nous et on t'amène rencontrer Jean-François Harrison en personne. Il t'attend. Et en plus, tu vas faire une séance de photos avec lui.